intitulé L'eau, la ville, le territoire, le Haouz de Marrakech. Ces deux campagnes furent dirigées par Larry Bati et moi-même en juillet 2000 et février 2001. L'histoire des origines des fondateurs de la Zaouïa de Tameslort nous entraîne à Tit, au sud d'El Jadida, dans la célèbre famille des Banu Amrar, dont l'un des descendants, Abdallah Ben Hussein, sera amené peu après 1521 à mettre en valeur le secteur du Haouz, aujourd'hui connu comme Tameslort. Le lieu choisi aurait été à cette époque inculte et désertique. La réussite économique et spirituelle est considérable dès avant la mort du fondateur. J'ai un petit problème. La Zaouïa perçoit déjà la dîme sur les récoltes et le quin de la production de certaines propriétés. Conquête foncière et colonisation hydraulique de l'espace génèrent une montée en puissance économique couplée avec un essaimage de fondations successives en amont de l'implantation initiale. Dar Sahib, Dar el-Ain, Dar el-Awina et finalement la dernière en 1713 à Clich. Cette histoire de la Zaouïa de Tameslort illustre un phénomène plus général qui se traduit dès le début du XVIe siècle par l'affirmation de puissants lignages saints, parallèlement au procurement à la prise de pouvoir par les Saadiens. Souvent implantés en milieu rural, les Zaouïas qui concentrent la baraka des saints agissent le cas échéant à l'instar d'un pouvoir étatique. Elles lèvent l'impôt, exercent par délégation des prérogatives sultaniennes. Le pouvoir charismatique assure aux saints un magistère spirituel, mais le revêt également d'une fonction sociale et économique. Dans ces terres éprouvées, son autorité se mesure aussi à sa capacité à procurer un abri sûr, une abondante nourriture à ses partisans, aux hôtes de passage et aux nécessiteux. Donc, à assumer la régularité de l'approvisionnement et la redistribution des produits agricoles et pastoraux. Les liens de dépendance maraboutique modèlent non seulement les rapports sociaux, mais également le territoire où se déploie l'autorité du saint. L'eau joue un rôle clé dans cette association. La conquête de nouveaux terroirs et la revivification d'anciennes friches vont forcément de pair avec une réactivation des liens communautaires dans le cadre de grands travaux collectifs, notamment pour la captation et la distribution de l'eau. Cette dimension hydraulique de la fonction sociale et économique des Zaouïas est un trait qui a été souvent relevé par les études contemporaines, mais jamais abordé du point de vue de l'archéologie. La construction du territoire productif de la Zaouïa de Tameslort, dans son état des années 90, s'étendit sur plus de 4 siècles et dut faire face à 3 types de contraintes. 1. Les spécificités du cadre naturel, un glacis de piémont stépique. 2. Potentialité et limites des seules techniques hydrauliques alors disponibles, des galeries traînantes émergentes. 3. Caractéristiques de l'ordre social généré par ce type d'institutions religieuses et politiques. Les nombreuses discontinuités de son aménagement ne constituent pas un obstacle à l'approche archéologique, puisque c'est sur celle-ci que se base l'analyse régressive. L'équilibre entre les ressources et les capacités de leur exploitation a été atteint au début du XXe siècle, et cette situation a favorisé la fossilisation des terroirs, parcellaires, réseaux hydrauliques les alimentant et habitats associés. L'irruption postérieure de la mécanisation de l'exploitation des aquifères et de la grande hydraulique a rompu cet équilibre, introduisant de nouvelles discontinuités bien plus gênantes pour l'analyse régressive, car leur empreinte dans le paysage construit ne vient pas s'ajouter à celles qui l'ont précédé, mais s'y substitue. Quoique fondamental sur le plan social et économique, ce mouvement de colonisation agricole reste très mal connu. Sans revenir sur les travaux de Paul Bascon concernant un lot d'archives de cette Zaouïa, nous révélons qu'il ne s'agit que de diplômes et de privilèges sultaniens tardifs, garantissant droit ou exemption fiscale, et ne concernant que des terroirs périphériques, où la juridiction du lignage saint était mise en compétition avec d'autres acteurs. En dépit de ces biais documentaires, ce corpus contient quelques matériaux pour reconstituer le mouvement d'expansion de la Zaouïa. Même si les textes disponibles ne parlent pas explicitement du mode d'exploitation de l'aquifère, les conditions environnementales laissent entendre que le choix du fondateur de la Zaouïa fut celui des galeries de captage émergentes. Désignées comme khatala dans la littérature géographique, elles le sont comme source, aïn, par les populations locales, le terme khatala se référant aux puits, aux regards jalonnant leur parcours. La première mention textuelle d'une khatala comme galerie ne date que de 976-1569, et il s'agit encore d'une remise en état. 11 nous ont été mentionnés et ont été localisés. A l'inverse, aucun nom ne nous a été proposé pour 5 galeries abandonnées et néanmoins repérées. À l'issue de notre prospection, ce sont donc bien 16 galeries qui ont été recensées, 12 à Tameslort même, une à Dar el-Ain, 2 à Dar Sahib et une à Dar el-Awina.
La longueur des galeries dépend de la profondeur de la couche réservoir et de la pente de la superficie de la zone considérée. Leur section peut varier au long de la galerie en fonction de la dureté du terrain et des effondrements. L'écartement entre les regards, destiné à l'évacuation des déblais lors du creusement et à l'accès pour l'entretien, varie en fonction de la capacité technique des constructeurs. Sur beaucoup de cartes publiées, le tracé des galeries de captage est simplifié en ligne droite jalonnée de points, qui sont les regards. Or, cette représentation est très éloignée de la réalité. À Tameslot, la complexité est telle qu'il faut souvent passer par la mesure systématique des profondeurs, regard par regard, pour établir avec certitude l'appartenance d'un tronçon à l'une ou l'autre des galeries. À l'aval, le tracé est souvent compliqué par le parcellaire cultivé et l'habitat. À l'amont, des tronçons de captage s'éloignent de la direction générale, constituant parfois des branches annexes. Le tronçon principal, qui suit en gros la ligne de plus grande pente du sol naturel, est affecté de brusques changements de direction, correspondant à des tronçons captants ou au croisement, entre guillemets, puisqu'en fait les croisements s'effectuent à des hauteurs, des profondeurs différentes, au croisement de deux galeries. L'existence de ce décrochement en baïonnette est fondamentale pour une lecture diachronique des réseaux. Divers types d'ouvrages hydrauliques améliorent l'efficacité des khatalas. Ce sont des bassins, saliches, situés au débouché du tronçon terminal en tranchée. Ils régulent le volume d'eau attribué à chaque groupe de parcelles, le début de la galerie n'étant pas suffisant pour assurer une continuité au processus. Ces bassins peuvent être excavés et fermés par une digue maçonnée ou de plantes quadrangulaires et construits en béton hydraulique. Ils permettent d'aborder la question de la chronologie des réseaux à partir de leur morphologie, de leur typologie constructive et des transformations les ayant affectées. La coexistence de deux réservoirs, synchrones ou non, sur une même khatala, peut être la conséquence de la résolution de conflits sur la propriété et le contrôle de l'eau. Il n'est pas possible d'entrer ici dans le détail des interprétations auxquelles nous avons abouti pour chacun des bassins. Nous n'avons pas le temps non plus de présenter les autres structures hydrauliques mises en place sur les réseaux alimentés par cette khatala, lieux de puisage, points aqueducs, siphons, etc. La délimitation du terroir irrigué par certaines galeries a été possible par simple observation des clichés aériens suivis de contrôles au sol. Pour d'autres, il a été nécessaire de réaliser un relevé de détail du réseau de Sarkia. Dans le cas de galeries asséchées depuis longtemps, les terroirs ont disparu en tant que tels, mais ont été intégrés aux parcellaires les plus proches. La morphologie du périmètre irrigué par une galerie est imposée par le tracé des canaux amont, issus des deux côtés du bassin de stockage et de régulation. Le résultat est une forme en cloche, évoluant en aval vers un rectangle. Selon l'évaluation approximative, la superficie concernée varie entre une dizaine et une trentaine d'hectares. Sauf pour les installations liées aux Zaouiafi, plus au sud, il est très difficile d'établir la chronologie de mise en place des khatalas, alimentant les parcellaires associés à Tameslot. C'est le cas pour toutes les structures hydrauliques de ce type, qui ne présentent pratiquement pas d'éléments d'architecture sur lesquels raisonner, et pour lesquels aucune typologie basée sur la métrologie ou les techniques de creusement n'a été tentée ailleurs en Afrique du Nord. Si nous éliminons, faute de preuves et traditions locales, l'observation des croisements angulés nous amène à deux chaînes chronologiques. Cette interprétation ne coïncide pas avec l'analyse que l'on peut faire des relations entre habitat, réseau hydraulique et parcellaire. Celle-ci montre en effet que la galerie qui passe sous ce qui fut un grand cimetière et sous le palais dut leur être antérieure ou contemporaine, et que son parcellaire associé, couplé à celui d'une autre galerie, occupe par rapport au village une position qui, en d'autres régions du Maghreb ou d'Al-Andalus, et sur d'autres types de captage, est pratiquement canonique. Il nous est impossible pour l'instant d'assumer conjointement ces deux interprétations ou de valider l'une plutôt que l'autre. Il est fort probable, en tout cas, que l'installation initiale dut impliquer plusieurs galeries en un court laps de temps, celles vivifiant les parcellaires venant bloquer au nord et au sud l'extension de l'agglomération. Faute de temps, nous laissons de côté les barrages de dérivation couplés à un canal de conduction et distribution, les masrafs, qui constituent la principale autre forme d'exploitation des eaux de surface dans les espaces laissés vacants. Toutefois, les observations de terrain laissent penser qu'ils sont pour la plupart antérieurs à l'ouvrage imposant de même nature de la Sarkia Moleikaj, qui date de la fin du XIXe siècle, qui a profondément modifié l'ensemble des structures dont nous avons parlé. L'infrastructure hydraulique la mieux connue de Tameslot est une conduite forcée, dont le parcours est jalonné à intervalles réguliers de 13 tours, appelées localement Maïdat, maçonnées en briques enduites de mortier dont la hauteur peut atteindre 10 mètres. Monumentalité et impact dans le paysage ont fait naître toutes sortes d'interprétations fantaisiques sur leur fonction.
Je cite entre autres l'irrigation californienne ou le transport de l'huile de la production de Zaouïa à Marrakech. Cette conduite a bénéficié d'une attention particulière dans le cadre de notre étude, incluant la fouille de 2 tours. La monumentalité de la plupart de celles-ci et la relative complexité de leur fonctionnement contrastent avec la précarité de la conception de la prise d'eau qui alimente la conduite. Celle-ci ne consiste en effet qu'en une simple perforation grossièrement réalisée dans la paroi de la sarkia molayage. Aucun système de vanne ne facilitait le détournement du flux qui se faisait perpendiculairement à celle-ci. Par l'orientation du dernier tronçon et son altitude, il semble que l'eau était destinée au palais de la Zaouïa et probablement à son jardin intérieur. Mais le relevé topographique réalisé sur toute la longueur de la conduite forcée indique que ce niveau ne pouvait avoir été atteint. Ce magnifique complexe hydraulique ne fut donc jamais fonctionnel. Et nous arrivons à la conclusion, l'œuvre de la Zaouïa, la conquête hydraulique de l'espace. Nos travaux ont donc permis d'approfondir nos connaissances de l'histoire de la Zaouïa et de confirmer l'importance essentielle du rôle de cette agriculture dans l'essor économique que connut l'institution au cours des siècles, puis de sa stagnation, ainsi que l'avait déjà bien perçu Paul Pascon dans les années 50. Ce qu'apporte de nouveau notre démarche, c'est la possibilité de reconstruire, non sans effort, une chronologie relative de cette croissance, d'en préciser les modalités techniques et sociales, d'y décerner la part du spirituel et de l'économique. Les caractéristiques matérielles des galeries drainantes émergentes n'offrent que peu de possibilités d'établir une chronologie absolue à partir de méthodes physico-chimiques. La thermoluminescence, appliquée aux matériaux des cônes de déblais, qui a fait l'objet de quelques essais promoteurs au cours de ces dernières années, n'était pas envisageable, évidemment, lors de nos travaux il y a presque 20 ans. Soulignons que le recours aux galeries drainantes émergentes est attribuable à un environnement géographique concret et aux possibilités d'extension conjointe, par essaimage, des réseaux hydrauliques, des terroirs et des habitats. Cet essaimage s'est produit au rythme des générations successives des Chourafa et le territoire s'est trouvé alors marqué d'une particulière topographie religieuse. Les espaces laissés libres ont pu bénéficier après coup d'une mise en valeur par d'autres techniques, dérivation de cours d'eau non pérennes et plus récemment d'autopompes. La géométrie des réseaux et l'architecture des structures hydrauliques et jalonnants ont été soumises à une attention particulière. Nous disposons maintenant d'un bon catalogue de comparaison. Le résultat est paradoxal. Il semble assurer que la plupart des structures hydrauliques monumentales les plus tardives, qui avaient surtout intéressé nos prédécesseurs à Tameslot, ont été perçues alors comme les témoins d'une technologie innovante, étaient en fait ceux d'un échec. Il n'empêche, rarement pouvoir hydraulique et spiritualité ont pu être observés dans leur révolution conjointe comme ils l'ont été à Tameslot. Avant de vous remercier, je souhaite rappeler que nous avons été, l'Arbi, Sophie, Jean-Pierre Stével, Emmanuel Salès et moi, les auteurs de cette communication, mais qu'il y a eu d'autres participants au projet Tameslot, entre autres Abdelatif Boudjaï et Naïma Keddan, qui étaient donc des lauréats de l'INSAP, si je me trompe, et qui avaient participé au travail de terrain. Je vous remercie.